J'ai déjà des témoignages, pas directs, mais de sources, que des personnes ont déjà été victimes dans le métaverse d'agressions sexuelles. Et le trauma de ces personnes-là, il est exactement le même que si elles avaient été agressées sexuellement dans le monde réel. Marie-Ève Boigny, bonjour. Bonjour. C'est la deuxième fois qu'on vous reçoit en grande entrevue. Grand plaisir. Toujours, oui. Un plaisir de vous recevoir. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes criminologue, vous êtes docteur en sociologie, vous êtes l'auteur de plusieurs livres, présidente de Mourani Criminologie. Et aujourd'hui, vous allez revenir sur les réalités auxquelles sont confrontés les enfants et les adolescents depuis l'avènement de nouvelles technologies. Quelles sont-elles? Quels sont les principaux dangers auxquels auquel fait face notre jeunesse depuis quelques années? Alors, on voit de plus en plus une augmentation du leurre d'enfants, donc des individus qui vont utiliser toutes sortes de stratagèmes pour leurrer des enfants, soit pour avoir des photos intimes d'eux autres, soit pour avoir des conversations avec eux, des prédateurs sexuels en fait qui vont utiliser différentes techniques, qui vont aller sur des applications utilisées par des jeunes, dont une application que je ne nommerai pas pour pas lui faire de la publicité, dont l'objectif est de mettre en relation des mineurs et des adultes. Je me pose toujours la question qui a pu créer cette application-là et pourquoi, quel est le but. Mais aussi, on constate avec le deepfake de plus en plus de photos, de vidéos pédopornographiques qui sont faites, mais aussi les prédateurs vont tenter de faire des discussions avec des mineurs, filmer ces discussions-là. Et même si le jeune n'est pas dans une position où il se déshabille, etc., ils vont utiliser le visage, le mettre, en faire un deepfake, au fond, en faire un trucage. Un hyper-trucage, un hyper-trucage, en français. Ouais. C'est ça, et qui va amener le jeune... en fait, la vidéo va montrer le jeune nu, en train de se masturber, etc. La face, c'est le jeune, mais le corps, c'est pas forcément le jeune. Et ils vont utiliser ça pour faire chanter le jeune, soit pour avoir de l'argent, soit pour avoir d'autres photos et des vidéos réelles de ce jeune-là, fille ou garçon. D'ailleurs, on constate que parmi les victimes, il y a beaucoup de garçons. Donc, les prédateurs se font passer pour des filles et piègent les garçons dans des scénarios d'amour, soi-disant d'amour, où ils vont amener le jeune à se déshabiller, etc. Le jeune pensant qu'il est en train de faire une espèce de sextage avec une fille qui lui plaît. Donc, au fond, il y a plusieurs éléments, plusieurs façons, plusieurs stratégies qu'ils vont mettre en place, soit pour frauder, soit pour avoir une relation virtuelle sexuelle qui peut amener du chantage et amener le jeune, la jeune fille ou le jeune garçon à accepter de rencontrer le prédateur. Et là, on peut aller à l'agression sexuelle, etc. Depuis le confinement, on parle d'une augmentation exponentielle des cas de leurre d'enfants. Oui. C'est ce que vous observez également? Oui, tout à fait. Les données sont nettes? Tout à fait, tout à fait. Non seulement le leurre, selon de mémoire les chiffres de CyberAide, qui est un centre de signalement, on parle de, parmi tous les signalements, on dit autour de 100 000 signalements par mois qui sont traités. Au Canada? Au Canada. Seulement? Oui, 100 000 signalements par mois sont traités au Canada, enfin par CyberAide, CyberAide bien spécifiquement. Et là-dedans, on voit autour de 70% de leurre, dans les chiffres. On parle, dernièrement, les 6 derniers mois, CyberAide disait qu'il y avait eu une augmentation de 150% de la sextorsion, donc cette espèce de chantage où que la victime soit une fille ou un garçon, où on l'amène
à échanger des photos intimes ou des vidéos intimes, soit pour de l'argent, ça c'est plus les garçons, soit pour avoir plus de photos, plus de pornographie juvénile. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on parle de mineurs et qu'on demande à un mineur de se prendre en photo ou de se faire une vidéo dans des positions intimes, ça s'appelle, chez nous au Canada, de la fabrication de pornographie juvénile. C'est-à-dire, même si un jeune se prend en photo lui-même, même si c'est son propre corps qui est pris en photo, le jeune prend le risque de se faire accuser de production de pornographie juvénile, même s'il est lui-même auteur et acteur. Lorsqu'il le donne, lorsqu'il l'envoie à un tiers, ça devient de la distribution de pornographie juvénile. Donc, non seulement le jeune est mis à risque au niveau de sa propre santé physique et psychologique, mais aussi au niveau légal, le jeune se met à risque. Alors ça, c'est un grand problème actuellement et ce sont les formes de criminalité, outre la sextorsion, la cyberprédation sexuelle et bien sûr toute la dimension de la cyberviolence, que ce soit le cyberharcèlement, la cyberintimidation, c'est aussi d'autres formes de violence qu'on constate sur le web et qui ciblent principalement les jeunes. On va revenir un peu plus tard dans l'entrevue sur les solutions parce que vous développez un outil qui va dans ce sens-là. Mais avant tout, vous me disiez en coulisses d'entrevue que la législation, le droit, n'était plus adapté à cette nouvelle réalité numérique et finalement, on se retrouve devant une espèce de casse-tête, là, disons, où il faut remonter les pièces, assembler les pièces pour refaire un droit qui protégerait véritablement les enfants à ce niveau-là. Tout à fait, tout à fait. En fait, ce que je constate, c'est que le code criminel n'est pas encore adapté à ce qui s'en vient, à ce que nous avons actuellement et à ce qui s'en vient. Je vais vous donner un exemple récent. Actuellement, dans le code criminel, la production, la distribution de pornographie juvénile nécessite des victimes. Donc, lorsque quelqu'un échange de la pornographie juvénile, les victimes qu'on voit, disons en vidéo, les victimes sont des victimes réelles. Avec l'intelligence artificielle et le deepfake, ils sont capables de créer des films porno, pédopornographiques, avec des victimes qui ont été créées par l'intelligence artificielle. Ça est à distribuer ce genre de contenu-là. Donc, des victimes qui ne sont pas appelées à intervenir physiquement, là, qui ne sont pas... Tout à fait. Ce n'est pas des victimes réelles. C'est vraiment des victimes créées. Mais des victimes sur le plan psychologique, peut-être. Là. Voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la pornographie, la pédopornographie en tant que telle, au Canada, n'est pas criminalisée lorsque les victimes ne sont pas réelles. En France, ce qui est criminalisé dans le droit français, dans le code pénal français, c'est la représentation juvénile. Ce qui veut dire que même si sur ton film porno pédopornographique, ce n'est pas un vrai enfant, c'est un deepfake, c'est l'intelligence artificielle qui l'a fait en France, vous êtes condamnable comme si c'était des vraies victimes. Partant du principe qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas accepter ce type de contenu-là, de permettre à ce type de contenu-là d'exister, c'est-à-dire d'utiliser l'image des enfants de cette manière-là. Elle est criminalisée en France et ça, nous devons le faire, nous aussi. Il y a un juge au Québec qui a été saisi d'une affaire semblable où il y a eu, de mémoire, plus de 62 000 productions images, bouts d'images, etc., qui ont été faits. Et il a eu le courage de dire « oui ». Ben, pour moi, c'est de la pédopornographie. Et il a accusé cette personne-là de mémoire de 3 ans, si je ne m'abuse. Donc, ça fait jurisprudence. Okay. Donc, le code n'est pas encore adapté à ce type de pédopornographie qui est de plus en plus présent sur le web. Et nous devons à tout prix changer le code criminel parce que la représentation des mineurs
dans ce genre de contenu-là est tout aussi dommageable que si c'était des vraies victimes. Pour que les gens comprennent bien, au même titre que quelqu'un, un BDiste, je sais pas, ne pourrait pas dessiner des enfants ayant des rapports sexuels avec des adultes. Donc là, ici, on est dans l'ordre de la représentation également. Tout à fait. Ou, par exemple, une poupée sexuelle qu'on vendrait à des fins de manière à simuler un acte sexuel avec un enfant ou un adolescent. Donc ici, la poupée sexuelle, est-ce qu'elle est interdite au Canada à cette fin-là? Sur ce cas-là, oui. La poupée sexuelle est considérée comme un matériel, en fait, de pédopornographie. C'est vraiment considéré comme... D'ailleurs, il y a un individu ici au Québec, je pense un Japonais, là, si je ne m'abuse, qui avait reçu par la poste d'un de ses amis ce type d'objet-là, donc une poupée qui représente un enfant. Ça, c'est illégal au Canada. Donc, vous voulez amener le code criminel au même endroit pour la production de pornographie plus ou moins fictive. Là, mais on comprend qu'on peut utiliser des images réelles, mais que, on le répète, les jeunes ne sont pas directement impliqués dans la scène pornographique. Tout à fait. Tout à fait. Donc, au fond, on vole l'image de plusieurs enfants. On les fait vieillir aussi, si on veut. Hein. Donc, l'enfant a peut-être 3 ans. Et avec l'hypertrucage, on le met à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans, et on peut le mettre dans des films porno. Alors, imaginez l'impact pour un enfant qui se retrouve au secondaire et qui voit son image, ou en tout cas quelqu'un qui le ressemble pas mal, se retrouver comme ça dans des films pédopornographiques. Justement, à Libremédia, on s'intéresse beaucoup aux solutions. Et justement, vous avez une nouvelle entreprise qui est en train de développer justement un outil. En fait, votre boîte comme telle, elle est consacrée à prévenir ce genre d'abus sexuels. Oui, en fait, actuellement, on est avec un incubateur de Montréal. On travaille sur une solution. On est actuellement dans la phase de validation avec les adolescents. Notre objectif, c'est vraiment de protéger les mineurs lorsqu'ils vont sur le web. Autant au niveau des photos, des vidéos pédopornographiques ou pornographiques. Donc, protéger les jeunes pour ne pas être exposés aussi à des formes de violence, à du contenu adulte ou à des conversations qui pourraient l'amener... Parce que nous, on le sait, on connaît des schèmes conversationnels que les sextorqueurs, les cyberprédateurs ont pour attirer les jeunes. C'est-à-dire pour piéger les jeunes. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle peut vous aider à combattre les mauvais usages de l'intelligence artificielle, en quelque sorte? C'est un petit peu ça. C'est qu'au fond, on veut utiliser justement l'intelligence artificielle, parce qu'au fond, l'intelligence artificielle, quant à moi, c'est l'avenir. C'est un outil qui ne peut qu'aller qu'en ce développement. Et c'est la manière dont nous l'utilisons qui en fait toute la différence. Pour moi, c'est un outil formidable et on veut pouvoir l'utiliser non seulement pour créer des outils de protection de la cyberviolence. Des outils numériques. Là. Oui, vraiment numériques, mais basés avec l'intelligence artificielle et qui protègent les jeunes, donc protection, sensibilisation et prévention. On a vraiment comme 3 objectifs. On n'est pas dans la protection de type informatique, c'est-à-dire contre le hackage, le vol d'identité, etc. Ce n'est pas notre spécialité. Nous, on est vraiment dans la protection des cyberviolences et de la cyberviolence économique. La cyberviolence économique, c'est quoi? C'est toutes les fraudes, tous les hameçonnages. Donc, actuellement, on est avec les jeunes, on travaille sur une solution pour les jeunes, mais on pense aussi développer d'autres solutions pour les aînés, etc., pour d'autres formes de cyberviolence. Sans tout dévoiler, comment ça fonctionne plus concrètement? Parce qu'évidemment, vous voulez garder certains secrets à caractère professionnel. Peut-être que ça sera breveté, je ne sais pas. C'est ça. Mais vous pouvez nous redire le nom, c'est de votre entreprise iCrime Protects. Oui, notre start-up, c'est vraiment iCrime Protects. Donc, c'est une entreprise dont la mission, c'est vraiment de servir et protéger l'humain dans le monde numérique. Alors, on va vraiment se spécialiser. C'est sûr que Mourani Criminologie, on va beaucoup être là en conseil, conseil criminologique, etc. Mais iCrime Protects va vraiment
utiliser tous les outils numériques, que ce soit l'intelligence artificielle ou pas. Hein, ça va dépendre de la solution qu'on va faire émerger et qui va avoir comme objectif de protéger l'humain dans le web. Parce que laissez-moi vous dire une affaire, ce qui s'en vient dans 10, 15, 20, 30 ans, c'est un autre monde de la criminalité qui va émerger. Avec le métaverse, laissez-moi vous donner un exemple. Avec le métaverse, actuellement, on sait que dans le monde, il y a un demi-milliard de personnes qui sont dans le métaverse. Déjà. Actuellement, à l'heure où on se parle. Ça, c'est les chiffres que j'ai vus dernièrement. Ce qui veut dire quoi? J'ai déjà des témoignages, pas directs, mais de sources, que des personnes ont déjà été victimes dans le métaverse d'agressions sexuelles. Et le trauma de ces personnes-là, il est exactement le même que si elles avaient été agressées sexuellement dans le monde réel. J'ai parlé à des spécialistes. Mais là aussi, on a forcément un vide juridique. Total. Mais est-ce que nos auditeurs, pour qu'ils prennent ça véritablement au sérieux, là, une agression sexuelle dans le métaverse, dans un lieu qui n'existe pas, qui est virtuel, qui existe virtuellement, comment prendre ça au sérieux là, sur le plan humain? C'est-à-dire qu'au même moment, il y a des gens dans des tranchées en Ukraine qui se battent et là, quelqu'un va dire bon, j'ai été victime d'agression sexuelle dans un monde parallèle. Est-ce que c'est sérieux, ce truc-là? C'est très sérieux. C'est très sérieux et c'est l'avenir, malheureusement. Oui, malheureusement, peut-être. Malheureusement, c'est l'avenir d'une forme de criminalité. C'est qu'il faut comprendre que l'agression sexuelle, elle est aussi psychologique. Ce n'est pas juste une interaction physique. Hein. Oui, c'est bien évident que l'interaction physique ajoute un impact assez violent. Mais l'agression sexuelle est aussi psychologique. Je vous donne un exemple. On a des jeunes qui vont se faire agresser virtuellement sur le web par des prédateurs sexuels. La personne va se sentir violée parce qu'elle a été déshabillée devant une caméra. Il y a un individu qui l'a regardée, qui s'est par exemple masturbé en la regardant toute nue. Cette personne-là ne pensait pas vraiment être en face d'un agresseur. Elle voit que c'est un adulte, elle a 13 ans, 14 ans, exemple. Vice-versa pour un garçon. Mais là, c'est pas son avatar là, qui est agressé. Oui, mais là, c'est du virtuel. C'est un avatar. Là. Tout à fait. Mais dans le virtuel, les personnes qui sont dans ce monde virtuel, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles sont réellement, pour elles, et de plus en plus pour les jeunes, lorsque vous parlez aux jeunes, un ami virtuel et un ami réel, c'est la même affaire. Dans leur cerveau, le monde virtuel est réel. Donc, quelqu'un qui se fait agresser sexuellement dans un monde virtuel peut ressentir le trauma de manière bien réelle à l'intérieur d'elle-même. Et moi, je vais vous dire une affaire, ça va s'empirer. Pourquoi? Pour avoir parlé avec certains spécialistes qui me disent qu'à un moment donné, dans le métaverse, dans ce type de monde à la réalité augmentée... Augmenter ou diminuer? Oui, c'est pas faux. Ben, ils vont réussir à faire en sorte que tu aies les sensations. C'est-à-dire, si quelqu'un te touche dans le métaverse, tu vas vraiment avoir l'impression d'être touché, de ressentir vraiment les sensations. Ça, c'est ce qu'ils veulent, au bout du compte, faire avec ce genre de réalité augmentée, de l'augmenter tellement que tu puisses ne même plus faire la différence entre le monde réel et le monde virtuel. Alors... une confusion... tout à fait, mentale. Des mondes, là. Puis même, je vous donnerai un exemple. Hein. Il y a, par exemple, au Japon, certains hologrammes qu'ils ont mis au point, qui est tellement bien fait que c'est un peu comme ta petite amie. Alors, la personne développe une relation affective... Comme dans le film... avec son hologramme. C'est flyé, là. Donc, au fond, c'est comment l'humain interagit avec le virtuel. On peut trouver ça étrange qu'une personne se fasse agresser sexuellement dans un monde virtuel et qu'elle en ressent le trauma. Moi, j'ai eu des témoignages là-dessus de sources qui ont eu ces personnes-là en traitement, en clinique, et qui me disent, Maria, vraiment, j'ai du mal à faire la différence entre un trauma qui a été
qui a eu lieu parce que l'agression s'est faite dans le monde réel et dans le monde virtuel. J'ai du mal à faire la différence parce que les symptômes traumatiques sont à peu près les mêmes. Alors, c'est malheureusement des éléments auxquels il va falloir penser lorsqu'on se met à développer ce genre de technologie-là. Le métaverse, il va relever du droit international? De qui il va relever? Ça, c'est la grande question. De quelle entité, c'est-à-dire de quel État? C'est aussi toute la question du web, en fait. Les imbrications sont... qu'est-ce qu'un contenu canadien? On sait que c'est 18. Est-ce que Libre Média est 100% canadien si on a la moitié de l'équipe en France? Enfin, c'est toujours des flous, évidemment, quand on parle du web. Si on revient... Mais vous avez un petit point sur ça. Vous avez tout à fait raison. Parce que dernièrement, j'étais à une grosse conférence de Francopole où on avait cette discussion-là. Donc, Francopole, qui est une organisation internationale de la police, de tous les policiers du milieu francophone, de la francophonie. Et actuellement, Interpol a mis en place sa plateforme Métaverse. Ah oui. C'est pas pour rien, là, Interpol se met dans le métaverse. Et Interpol va pas développer son métaverse pour rien, là, parce qu'elle sait qu'il y a des vols économiques qui se font, il y a des agressions déjà qui se font. C'est comme un monde réel, mais dans le monde virtuel. Alors, on a les mêmes problématiques. Ils se vendaient des terrains. Oui, des terrains. Donc, tu magasinais. De l'immobilier. Tu faisais du magasinage. C'est difficile à imaginer pour moi, parce que, bon, je suis pas tout à fait... Enfin, je ne suis pas encore intégré au métaverse. Je vous l'apprends aujourd'hui. Et donc, la grande question était, si il y a un crime qui se fait dans le métaverse, comment c'est ça, on juge de quelle autorité? C'est ça la question. Est-ce que c'est où est l'agresseur? Où est la victime? Et oublions le métaverse. Actuellement, un crime qui est fait par Internet, dans le monde numérique... La victime est au Canada, l'agresseur est en France. Ouais. C'est qui gère? On est dans le même débat. Donc, moi, ce que j'ai dit à ce moment-là, j'ai dit, personnellement, moi, je verrais bien un tribunal... International? International, mais pas... Ça sonne bien. Virtuel. Oui. Virtuel. Tribunal international virtuel. Virtuel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commets un crime dans le métaverse, tu es jugé dans le métaverse. Il n'y a pas de juridiction. Tu es jugé dans le métaverse. Et si tu es reconnu coupable, ton pays vient te chercher pour te mettre en prison. Donc, c'est une réflexion... à faire. À faire, mais déjà en branle, à ce que je comprends. Là. Enfin, moi, c'est mon idée. Moi, si c'était moi qui ferais ça, je m'amuserais à créer un tribunal dans le métaverse avec un code pénal ou un code criminel... qui rejoindrait, si vous voulez, qui serait établi par tous les pays du monde, qui décident de rejoindre cette communauté métaverse-là et qui, au fond, vont juger ces individus-là là-dedans, mais qui seront concrètement arrêtés dans le monde réel, dépendamment des crimes qu'ils auront commis. Mais il y aura un Évidemment, code. Il faut que les États reconnaissent ce tribunal. Ah oui, bien sûr. Et sa légitimité, un peu comme l'ONU ou je ne sais pas. Là. Tout à fait, comme la Cour pénale internationale. Il y aura forcément des gens qui ne reconnaîtront, qui vont appeler leurs États à ne pas reconnaître cette lubie virtuelle. Ouais. On peut anticiper des critiques. Ça serait intéressant de voir comment le monde va évoluer. Si on revient un peu à nos jeunes, bien en chair et en os, évidemment, les parents veulent savoir. En attendant les solutions numériques développées par des boîtes comme la vôtre, qu'est-ce que les parents peuvent faire? Est-ce que des signes avant-coureurs? Bon, c'est la question qui revient souvent. Est-ce qu'il y a des milieux plus touchés ou c'est vraiment universel? Ça touche toutes les classes sociales, les gens qui se font hameçonner, leurrer, etc.? Toutes les classes sociales. Les agresseurs, les cybercriminels ne discriminent pas. Ils vont partout où ils peuvent, dépendamment de leurs objectifs, bien sûr. Ils savent où sont les jeunes. Ils savent c'est quoi les applications qu'ils vont utiliser. Bon, Discord, par exemple, est très utilisé par les jeunes. Comme vous le savez, il y a comme des chatrooms là-dedans, dans Discord. Il y a des chatrooms de pédophiles, ça je peux vous le dire. Il y en a, ouais. Il y a des... dans certains jeux,
Comment ils peuvent se mettre à l'abri? Ils utilisent des VPN? Mais quand vous dites qu'il y a des chatrooms tout à fait publics, pas tout à fait publics, mais qui sont quand même connus des criminologues, de la communauté... C'est particulier parce qu'au fond, dans ces outils de conversation cryptée... Non, c'est des comptes anonymes, là, on s'en doute. Là. Ils sont là, ils ont des conversations. Il y a, dans la dernière liste de mémoire, là, je vous le dis, je pense qu'ils ont répertorié autour de 800 sites dans le monde, là, qu'on sait être occupés, discutés par des pédocriminels. Il y a des mots-clés, hein? Je parlais avec tout à fait. Le Centre des droits de l'enfance au Mexique et on me disait qu'il y avait un mot en espagnol que je ne répéterai pas. Ce sont des mots-codes. Il y a des mots-clés. Et quand j'avais vérifié, quand même j'avais fait mes recherches, j'avais tapé le mot dans Facebook et il était barré parce qu'il était associé justement à ce genre de pratique. C'est ça, mais dans d'autres applications... il y a des applications aussi comme, je ne le nommerai pas, mais il y a une autre application, elle, qui soi-disant permet d'avoir des contacts avec des fans. Malheureusement, il y a beaucoup de prostitution sur cette application-là. Je vais vous donner un exemple. C'est très commun, ça, avoir ce qu'on appelle d'interaction. Même que c'est un peu ça qu'on nous invite à faire, nous, les personnalités publiques, entre guillemets, à ayer de l'interaction. C'est même que c'est ça le marché, d'une certaine façon. Offrez quelque chose à votre public que vous n'offrez pas à ceux qui ne sont pas abonnés, ou etc. Tout à fait. Donc, on le voit sur des plateformes très, très mainstream. Là. Puis même Facebook, je vous donne un exemple. Je reçois sur mon Facebook, je me suis inscrite parce que je voulais voir un petit peu aussi ce qui se passe. Je reçois des vidéos porno. Hein? Sur Facebook, là, je ne suis pas ailleurs que dans Facebook. Là, vous recevez ça en message privé? Non. Même pas en message privé? Non, ce n'est pas des messages privés, là. C'est vraiment des gens qui veulent être amis. Alors, quand je m'en vais voir leur profil, je vois plein de films porno là-dessus, des filles asiatiques, etc. Je reçois ça. Bon, tout ça pour vous dire que... Et je signale. Okay. Je signale à Facebook et je me fais dire par Facebook qu'il n'y a pas de problème dans ce contenu-là. Oh. Facebook est un endroit où il y a beaucoup de pornographie et où des mineurs sont mis en contact avec des adultes. Ça, c'est Instagram aussi. Oh oui. Instagram aussi. Donc, ce sont quand même des applications qu'on pense inoffensives. Non, c'est pas vrai. Et le pire dans tout ça, c'est que Meta est la pire, et parmi la pire... Parce qu'ils ne font absolument... C'est-à-dire... En fait, les algorithmes, sont conçus de manière à susciter l'intérêt, l'attention des enfants. Il y a un article de presse qui vient de sortir sur le sujet hier. Tout à fait. Et en même temps, les modérateurs, Facebook a des sous-loups ou sous-contracts des entreprises pour avoir des modérateurs dans des pays où il peut se permettre de traiter un petit peu n'importe comment ses travailleurs. Savez-vous que dans la modération, il y a des individus qui ont même des chocs post-traumatiques pour voir des agressions sexuelles ou des violences incroyables et qui, au fond, n'ont même pas le service de psychologique dont ils ont besoin. Il y a eu plusieurs dénonciations de Meta par rapport à ça. Donc, puis des images aussi, des fois... on l'a vu aussi durant l'attaque du Hamas, c'est-à-dire qu'on a recours aux réseaux sociaux pour filmer des crimes, qu'ils soient sexuels ou non. C'est un gros problème. Là. Et la violence en général. Oui, c'est ça. La violence en général. Donc, au fond, actuellement, ce qu'on voit sur le web, c'est une pollution violente et pornographique qui est très présente. Et malheureusement, il faut qu'on se rende compte que ce n'est pas l'industrie qui va s'autoréguler. Moi, j'ai trouvé ça vraiment ironique de voir que Meta, Google et d'autres grands de l'industrie réfléchissaient avec une organisation fédérale pour établir des politiques par rapport à la cyberviolence, etc. Donc, on laisse l'industrie. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas que l'industrie participe. Au contraire, ils doivent être les premiers acteurs à contrôler ce qui se passe sur leur plateforme. Mais je n'ai aucune confiance
en l'industrie quant à leur réelle intention. Ils veulent juste faire l'argent, on est d'accord avec ça. Leurs intentions sont pécuniaires et s'ils peuvent faire de l'argent autant avec le sexe et la violence, ils vont le faire. Je ne crois pas qu'on peut compter sur eux pour réguler. C'est pour ça que les gouvernements doivent à tout prix... j'ai bien vu les dernières lois qu'ils ont mises en place. C'est beaucoup sur la sécurité, la confidentialité, etc. Des données, des données. J'ai très peu vu sur la cyberviolence. J'ai vu peu de choses. Il y a beaucoup de gens inquiets, vous le savez, sur le net, sur le net où ils se manifestent sur le net, de gens inquiets par justement cette prolifération d'images à caractère pornographique qui mettent des enfants à l'avant-plan, et vous parlez vraiment d'une pollution généralisée. Et donc, il y a des gens qui se posent la question, est-ce qu'il y a une certaine élite qui favorise ce genre d'imaginaire pédopornographique? Pourquoi on assiste tout d'un coup, outre la question financière, peut-être ça vend, mais pourquoi, depuis quelques années, on assiste vraiment à une explosion qui a été aussi amplifiée par le confinement, parce qui a maintenu les gens à la maison, donc les gens se sont beaucoup tournés vers des outils justement numériques, les réseaux sociaux, etc. Donc, pourquoi maintenant, au-delà de la technologie et de l'intérêt financier? Je ne pense pas que ça soit maintenant, parce qu'au moment où l'Internet même est apparu, on a vu une explosion de la pédopornographie. On l'a vu, là, sur le web. Là, donc, il y a c'est la poursuite, c'est le même continuum. Oui. Il y a pas... Moi, je ne vois pas de grande différence. Peut-être la grande différence, ce sont les outils. Mais le confinement a fait exploser la violence sexuelle en ligne. Oui. Ça, c'est même universel. Oui. En Occident comme ailleurs de l'Occident. Ça, c'est quand même assez frappant. Oui, vous avez raison. Mais vous le dites, le confinement. Donc, au fond, les gens sont plus sur Internet. Les jeunes, quand je leur parle, ils me disent, moi, j'ai commencé à être sur Internet quand il y a eu le confinement. Il y a pas mal de jeunes qui n'étaient pas forcément sur Internet à un moment donné, mais qui se sont retrouvés sur Internet parce que tout était en ligne, même l'école. Donc, au fond, on a eu une augmentation de la présence en ligne. Donc, on peut supposer qu'en ayant une augmentation de la présence en ligne, on a en même temps une augmentation de la victimisation. Vous comprenez? Donc, le fait de dire il y a eu la pandémie, puis on a vu une augmentation, il faut vraiment analyser qu'est-ce que dans la pandémie qui a amené cette augmentation-là. Beaucoup plus de personnes branchées, beaucoup plus aussi de personnes qui, au fond, vont aller dans certains sites, etc. Donc, et même la violence conjugale. On a vu qu'il y a eu une augmentation, les gens sont pognés à la maison, ils se tapent sur les nerfs un peu plus que d'habitude. Donc, on dit les mauvais plis ressortent plus, tu sais. Donc, tout ça peut s'expliquer. Mais par contre, moi, ce que je constate, ce qui change, c'est l'arrivée des nouvelles technologies amène des nouvelles façons de victimiser. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle, le deepfake, a amené ces nouvelles formes de production pédopornographique et de violence. Donc, c'est pas forcément qu'il n'y en avait pas avant et qu'il y a une explosion, c'est que ça change. Le visage de cette violence et de cette pédopornographie-là, elle change, mais elle a toujours été là. Et la technologie ne fait que l'amplifier et l'accélérer. C'est l'accélération qu'on constate. Et si avant, le pédophile s'attaquait aux jeunes dans son environnement immédiat, maintenant c'est le monde. Il a accès à tous les enfants du monde. C'est ça la grande différence. Et il a accès à leur chambre à coucher. Il va directement dans leur chambre à coucher par le web, par la webcam, etc. Alors qu'avant, son terrain de chasse était beaucoup plus restreint. Beaucoup les enfants des pays en voie de développement. Tout à fait. C'est même des parents qui peuvent être tentés d'utiliser leurs enfants pour faire de l'argent. Soyons clairs, vous êtes dans une favela au Brésil, vous avez une fille de 13 ans dont le compte Instagram a explosé. Tout à fait. Parce que, on se rend compte que notre fille fait des vidéos très, très populaires. Là, il y a une sorte d'onlyfanisation du monde, si je peux dire. Donc, il y a un modèle aussi d'affaires. C'est-à-dire, quand on dit vendre son corps, c'est plus vrai que jamais dans ce genre de modèle, le modèle OnlyFans. Donc, moi, je vends du contenu privilégié aux membres
qui appartiennent, finalement, qui sont abonnés à mon compte. Ouais. Oh, ouais. Donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Pour moi, les premiers acteurs, c'est les parents. C'est les parents. Ça, on vient aux solutions des parents. Il n'y a pas le choix. C'est les parents. Parce que, pose-toi la question, est-ce que ton enfant à 5 ans, 6 ans devrait être sur Internet? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que tu mettes la photo de ton enfant sur Facebook, sur Instagram, pour dire joyeux anniversaire? Vous avez écrit des articles dans le Journal de Montréal pour inviter les parents à être beaucoup plus vigilants. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est utopique, Marianne Mourani, quand même? C'est pas utopique. De dire à un enfant de, je sais pas, 12 ans, quand vous dites même l'école en ligne, ça s'en vient peut-être. Est-ce que ça prend des contrôles? Comme en Chine, TikTok, est en partie bloqué. Mais est-ce qu'on s'en va vers la société de surveillance? Qu'est-ce que... Non, c'est pas une question de... Je sais que les enfants, c'est une autre catégorie, par contre. Je n'intégrerai pas ça dans la société de surveillance, mais vous comprenez, ça pose... Ça pose d'autres problèmes. Pas des problèmes, mais disons des défis pour les parents au quotidien. Bien, quand on met des enfants au monde, c'est pour s'en occuper. Sinon, on passe à autre chose, on fait autre chose dans sa vie. Quand on décide d'avoir un enfant, il faut se rendre compte qu'on est responsable. Alors, moi, j'ai des parents, que leurs enfants ne sont pas en ligne et ils ont 12, 13 ans. Et ils sont heureux. Ils sont heureux. Tout va bien. Ils n'ont pas de problème psychologique, là. Ils ont autant d'amis que s'ils étaient sur les réseaux sociaux. Par contre, oui, c'est vrai qu'à un moment donné, les jeunes, c'est leur monde. C'est leur monde. Ils sont nés comme ça. Ils sont nés dans ce monde-là. Et à ce moment-là, c'est de pouvoir sensibiliser son jeune, discuter avec son jeune, avoir un bon lien de confiance avec son jeune pour lui dire « voilà ce qui se passe sur le web ». Ces discussions-là sont bien plus importantes et bien plus efficaces que tous les outils de contrôle parental qu'on peut avoir actuellement sur le marché. On peut contrôler le temps avec ces outils de contrôle parental-là, ils existent. On peut interdire certains sites. On peut même avoir des outils de contrôle parental qui sont de type espion, où on va aller voir même qu'est-ce qu'il dit à ses amis. Oui, mais c'est ça, c'est que c'est un autre versant, ça. C'est les parents qui... contrôlent leurs enfants. Oui, c'est ça, mais c'est pas... Ça, c'est une chose. Oui, mais quand on est rendu à géolocaliser son enfant, est-ce qu'on n'est pas dans une autre paranoïa? C'est-à-dire qu'il y a des... Maintenant, on peut mettre une caméra sur son garage, être au Mexique, puis regarder c'est quelqu'un qui rentre dans ton garage à Bécomo. Est-ce qu'il faut pucer nos enfants, et les suivre partout? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut être paranoïaque, finalement? Non, sinon vous comprenez où est-ce qu'on peut aller aussi de l'autre côté quand même? Là, Non, sinon tu vas faire un burn-out. Non. En tant que parent, tu risques de faire un burn-out. Non, en fait, c'est tout l'équilibre. Tout est dans l'équilibre. C'est-à-dire, moi, ce que je dis habituellement aux parents, mieux que les outils de contrôle parental, c'est mieux que le fait de contrôler le temps, les sites, les conversations, tout ce que vous voulez, c'est comment tu prépares ton enfant à devenir un citoyen numérique. Oui. Moi, je vous donne mon exemple. Mes jeunes, mon plus grand, là, il n'est même pas sur les réseaux sociaux. Il a 16 ans, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Ça ne l'intéresse pas. Pourquoi ça ne l'intéresse pas? Ni les jeux vidéo, ni tout ça. Il adore les jeux vidéo. Il est sur les jeux vidéo. Mais c'est les forums, ça aussi. Oui, bien sûr. Ils ont beaucoup d'interactions. Bien sûr. Puis même vous savez, on peut même, à travers des jeux vidéo, faire des transactions. Tout à fait. Ils sont très, très ingénieux, les criminels. Vous les connaissez beaucoup mieux que moi. Tout à fait. C'est pour ça que, dès l'âge de 9 ans, mon fils a eu toutes les bases du citoyen numérique. Tu as un avatar, tu donnes jamais tes données, tu dis jamais ton nom, ton âge, d'où tu es, tu mets pas de GPS, tu as toujours... tu es toujours en mode anonyme. Tu ne parles pas à n'importe qui, tu ne parles pas à des étrangers. Il y a plein de trucs comme ça. Tu ne parles pas à des étrangers. Tu parles avec tes amis. Tu parles avec tes amis. Tu joues avec tes amis. Ils peuvent être au Japon, aux États-Unis. Ça dépend. Quand vous êtes des amis, c'est des amis, disons...
incognito pas mal. Ça dépend, c'est ça justement. C'est parce que vous pouvez jouer... Ça dépend, oui, vous pouvez jouer avec vos amis. Vous pouvez jouer avec vos amis, comme vous pouvez jouer avec des inconnus qui vont devenir à un moment donné des amis. Donc vous faites la différence. Là. Il y a une différence entre jouer avec ses amis d'école dans des jeux ou ses amis de quartier dans des jeux. Voilà. Puis, donc tout ça, ça appartient aux parents. Parce qu'actuellement, dans les écoles, ils ont constaté qu'il y avait un gros problème. Donc, ils ont commencé à faire vraiment beaucoup de prévention, sextage, protection des données en ligne. Ça, dans plusieurs écoles, ils ont commencé à le faire. Mais il y a un rôle fondamental du parent. À partir du moment où ton jeune, là, il est bien équipé, comme je leur dis souvent aux jeunes, je dis, quand vous partez jouer là, dans un jeu vidéo, vous mettez votre shield, là. Puis vous avez vos armes, ben c'est pareil sur le web. Tu mets ton shield, ça c'est tous les conseils qu'on t'a donnés puis que tu as testés. Puis oui, peut-être tu as un parent qui est un peu contrôlant, il t'a mis des contrôles de temps, contrôle de site. Ben tu es prêt pour aller sur le web. Puis c'est un peu ça qu'on veut faire, nous. On veut dire aux jeunes, quand tu vas aller là, OK? Quand tu t'en vas sur le web, mets ton shield, puis vas-y. Vous utilisez le vocabulaire en terminant, parce que je pense qu'on est pas mal sur la fin de l'entrevue. À la fin de l'entrevue, c'est-à-dire la Cour suprême, vous le savez, qui a rendu une décision qui fait jaser. La Cour suprême a aboli la peine minimale obligatoire pour les gens tenus coupables de l'heure d'enfant. On en a parlé déjà librement dans un article, mais rapidement, est-ce que vous avez changé votre position sur cette décision que vous qualifiez un peu détonnante, là? Oui, et en même temps, c'est juste pour moi une preuve de plus que la Cour suprême est complètement déconnectée de la réalité du terrain, tout simplement. Maintenant, c'est aux policiers de faire leurs preuves. C'est aux juges d'avoir un gros bon sens, parce que actuellement, là, le leurre d'enfant est en explosion sur le web. Donc, il y a comme une déconnexion entre le fait de dire, bon, ben, on va enlever des peines minimales, donc on envoie un peu au juge l'information comme quoi, bon, il peut décider ce qu'il a à décider. Hein. L'argument, c'est de donner plus d'autonomie au juge, mais malgré ça, on voit effectivement que le décalage entre le terrain et la Cour suprême et la vision des magistrats, il y a des kilomètres là, qui séparent le terrain de la pensée des magistrats. Là, tout à fait. Et en même temps, moi, je me dis toujours, si on veut abolir, si on abolit on rend inconstitutionnelle la peine minimale, qu'est-ce qu'on fait à côté? Est-ce que, par exemple, on va penser à donner de la formation sur les nouvelles réalités du web à tous les magistrats, à tous les juges du Canada? Allons-nous le faire? Ça, c'est la grande question, parce que c'était pareil, c'était le même discours avec la prostitution. Puis on a vu maintenant qu'on a des tribunaux spéciaux. Aurons-nous des tribunaux spéciaux qui vont traiter ce genre ou non? Ou avoir carrément des formations qui sont données? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que actuellement, moi, j'ai le même sentiment que quand l'Internet a commencé. Quand l'Internet a commencé, on ne s'est pas préoccupé des questions éthiques, des questions de confidentialité, du dark web. On n'a même pas prévu ni le dark web, ni le deep web. Rien n'était prévu. On a lancé cette technologie-là, on a dit ça va révolutionner le monde. Et c'était vrai, mais on n'a pas pensé à tout ce qu'il y avait autour. Avec l'intelligence artificielle, c'est le même phénomène. 2018, à l'UNESCO, je faisais savoir mes préoccupations en tant que criminologue de qu'est-ce que l'intelligence artificielle pourrait être utilisée de manière criminelle. On m'a trouvé un petit peu... Nul n'est prophète en son pays. Voilà, mais là, vous n'étiez pas dans votre pays à ce moment-là. Non, mais même pas. Je dirais, on trouvait que je regardais un petit peu trop de films de science-fiction. Oui. OK? Quelques années plus tard, je ne me suis pas trompée. Alors, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'actuellement, au niveau éthique, au niveau législatif, au niveau des techniques, des moyens, on est à 100%. C'est la préhistoire. Là, on n'est pas là. On n'est pas là. La technologie avance à une vitesse fulgurante et nous, on court derrière. Autant les policiers que j'ai pu rencontrer au congrès de Francopole disaient on se sent dépassé, mais
on va faire notre effort, il faut qu'on trouve les moyens, il faut qu'on trouve des façons de faire. Autant Interpol a lancé son métaverse, autant partout dans le monde, les gens sentent qu'il y a une urgence d'agir. Et autant, quant à moi, je sens qu'on est encore à reculons. Donc, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant qu'on doit commencer à s'occuper de ces questions-là. Il y a une urgence et les premières victimes, je vous le dis, c'est exactement comme pour la prostitution. Les premières victimes sont les enfants. C'est la cible privilégiée dans l'espace numérique. C'est la cible privilégiée dans le trafic humain, ouais. Hein, et ça l'est dans le monde numérique. Donc, non seulement les parents sont les premiers acteurs, et ils ne doivent pas, ils ne peuvent pas compter sur les Meta de ce monde ou les Google de ce monde pour protéger leurs enfants, et ils ne peuvent pas compter sur l'école. L'école fait sa part, les policiers font leur part, les politiciens sont à la traîne, et le législatif aussi. Donc, ceux qui sont les premiers, ce que moi je dis, les premiers shields, les premiers protecteurs de leurs enfants, c'est les parents. Et il y a une responsabilité fondamentale qu'ils doivent prendre dans la manière de contrôler, mais surtout de sensibiliser leurs enfants sur le web pour en faire des citoyens numériques responsables et qui sont capables de se protéger eux-mêmes parce qu'ils ont tous les outils nécessaires pour le faire. Et ça, c'est le rôle des parents, d'abord et avant tout. Mariam Mourani, merci beaucoup d'être revenue nous voir. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.